Salutations, chers internautes, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, Africaement défaut toujours. Aujourd'hui, il y a un sujet qui nous intéresse, que je voudrais qu'on puisse un peu en parler, parce qu'après, on va inviter le professeur Franklin Nyamsi, qui va un peu développer plus, vous savez. C'est de savoir pourquoi la France, d'aujourd'hui là, va-t-elle mal de pire en pire? Parce qu'on comprend plus là. Beaucoup de choses ont changé. Vraiment, pour ceux qui sont en France depuis, pour ceux qui ont plus de 10 ans, 15 ans, ils savent de quoi je parle. Alors, quels sont les enjeux qui ont changé et quels sont les défis à relever pour que cette France-là redevienne comme elle était avant? Alors, c'est par là, je vais inviter le professeur Franklin Nyamsi, un grand politologue. Il va venir un peu nous éclaircir et puis on va revenir à la fin pour ajouter un petit mot. Merci de rester jusqu'à la fin. Merci d'aimer la vidéo, de partager, de commenter, surtout laisser vos avis. Let's go, reste abonné à Africaines, suivre. Africains, je vous salue. Amis asiatiques, européens, américains de l'Afrique des libertés, depuis Bamako au Mali, je m'adresse à vous ce 11 octobre 2025 pour répondre à une question qui peut intéresser le monde entier. Pourquoi la France va-t-elle de mal en pire? Je voudrais répondre à cette question d'une manière très précise, afin que toute personne qui aura écouté la présente vidéo soit édifiée sur la situation réelle de la France. Je dis que la France va de mal en pire en raison de causes apparentes et en raison de causes profondes. Il y a des causes apparentes et il y a des causes profondes. Je vais commencer par les causes apparentes, c'est-à-dire celles qui semblent évidentes à voir sous les yeux, celles qui tombent littéralement sous le regard, sous l'observation, les causes apparentes. La première cause apparente pour moi de la crise politique française, c'est l'illégitimité du régime d'Emmanuel Macron, qui elle-même est une conséquence d'une des tendances extrêmes de la 5e République française fondée en 1958 par le général de Gaulle, la tendance à l'hyperconcentration des pouvoirs de l'État entre les mains de l'exécutif, et qui fait que, en fait, la République française est une monarchie républicaine. Et quand à la tête de la République française, il y a une personnalité hyper narcissique, bien souvent, cette monarchie républicaine conduit à des crises. D'autant plus que le caractère narcissique de celui qui exerce le pouvoir s'aggrave par l'abus des dispositions constitutionnelles lui permettant de gouverner seul contre tous, comme un dictateur. Voilà pourquoi le gouvernement Macron se caractérise par l'abus du 49.3, cette disposition exceptionnelle de la Constitution qui permet au président français, chef de l'exécutif, de gouverner contre la volonté de la majorité parlementaire. Le régime d'Emmanuel Macron souffre de la plus grave maladie de la 5e République, l'hyperconcentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. Ce régime a abusé de cette hyperconcentration, rendant finalement le pouvoir insignifiant, parce que c'est un pouvoir systématiquement abusif, l'usage par plusieurs dizaines de fois du 49.3 ayant rendu absurde la notion même de démocratie. On parle donc de la monarchie républicaine. La deuxième cause apparente de la crise politique française, c'est la passivité et le scepticisme du peuple français lui-même. Un peuple qui est pris au piège de la société de consommation et de la luxure. La majorité des Françaises et des Français ne croient plus en grand-chose. La majorité des Françaises et des Français vit au quotidien dans la dialectique du métro boulot dodo vacances. La majorité des Françaises et des Français ambitionne essentiellement de trouver des revenus lui permettant d'entretenir au mieux son mode de vie, c'est-à-dire de se maintenir dans la dépendance envers les crédits, dans la dépendance envers l'emploi. Eh bien, que ce soit l'emploi public ou l'emploi privé qui est exercé, la dépendance envers le rythme de la société de consommation et le projet de vacances. Donc il y a dans le peuple français même une espèce de passivité, une espèce de sommeil profond qui se sont installés
et qui font que c'est un peuple qui subit sa vie. C'est un peuple qui, manifestement, semble avoir perdu la capacité de reprendre entièrement les rênes de son destin et d'exercer la souveraineté. C'est un peuple blasé, découragé, déçu, déprimé, stressé. C'est un peuple morose, le peuple français de ces dernières décennies. Un peuple qui doute de lui-même, un peuple affaibli, un peuple divisé, amorti, découragé, désespéré. Et dans ces conditions, il est difficile pour ce peuple de faire face justement à l'illégitimité du régime Macron, à la monarchie républicaine. La troisième cause apparente de la crise française pour moi, c'est le discrédit moral de la classe politique. Une classe politique corrompue, mensongère et opportuniste. D'abord, une classe politique corrompue. Comment voulez-vous que la France ne soit pas politiquement en crise dès lors que tous ces anciens présidents, à quelques exceptions près, se sont avérés des contrevenants, des délinquants et même des criminels politiques et économiques? La kyrielle de procès concernant des membres de la classe politique, avec cerise sur le gâteau, le procès contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy, a achevé de doucher l'image de la classe politique française. Le procès Sarkozy est l'emblème de la corruption, l'emblème de la pourriture morale, l'emblème de l'opportunisme échevelé qui ont fini par discréditer complètement la classe politique française comme étant une classe politique indigne de confiance. Ce discrédit moral de la classe politique française joue un rôle essentiel dans la crise politique parce que quel que soit celui qui se présente devant les Français pour leur offrir une alternative, voire une alternance, les Français en doutent. D'où l'incapacité de la France d'avoir un Premier ministre. Depuis plusieurs années, la France ne peut plus avoir de Premier ministre. Emmanuel Macron en est arrivé à l'absurdité de nommer un Premier ministre qui a démissionné, après que ce Premier ministre ait démissionné, après avoir été nommé. Le vertige dans lequel se retrouve aujourd'hui la classe politique française vient du fait que personne n'y croit, personne ne les croit. Personne ne croit en la droite, personne ne croit en la gauche, personne ne croit au centre, personne ne croit en Macron, personne ne croit en Attal, personne ne croit en Elisabeth Borne, personne ne croit en Bayrou, mais personne ne croit en Le Cornu et personne ne croit en personne en France. Pourquoi? Parce que cette classe politique a été capable d'associations incongrues, d'alliances contre nature de toute nature. Elle a été capable d'aller dans des arrangements incroyables. C'est une classe politique qui est composée de gens qui pendant très longtemps ont juré leur grand Dieu, qui ne peuvent pas s'associer, qui ne se mettront jamais ensemble. Si vous prenez par exemple les déclarations de Retailleau à propos de Macron, vous vous demandez comment Retailleau peut être ministre de Macron. Si vous prenez les déclarations du patron des Républicains, Laurent Wauquiez, à propos de Macron, vous vous demandez comment Laurent Wauquiez peut être aujourd'hui un allié de Macron. Si vous prenez les déclarations de Marine Le Pen, à propos du régime Macron, vous pouvez vous demander comment Marine Le Pen a pu plusieurs fois sauver des gouvernements Macron. Donc, la crise politique en France vient du fait que les hommes et les femmes politiques français n'ont plus de parole. Plus personne ne les croit. Ils parlent dans le vide. Voilà pour moi les trois principales causes apparentes, les causes apparentes de la crise politique française. Maintenant, abordons la deuxième et dernière partie de mon intervention, à savoir les causes profondes. Je vais aller un peu plus en profondeur. Là, je vous ai parlé de l'apparence. Je vais aller en profondeur. En profondeur. Quelles sont les causes, à mon avis, les plus profondes de la crise politique française? Pour moi, la première cause profonde, c'est la perte de souveraineté de la France au profit de l'Union européenne et des États-Unis. En fait, en profondeur, les Français ne gouvernent plus la France. La France se gouverne à partir
de l'Union européenne et l'Union européenne se gouverne à partir de Washington. Le vrai problème, c'est que les dirigeants français ne peuvent plus agir sur la France. Ils ont progressivement concentré les pouvoirs opératoires de la France à Bruxelles, siège de l'Union européenne, puis, comme le siège de l'Union européenne n'est rien d'autre qu'une succursale de la volonté des dirigeants américains, les plus grandes décisions concernant la France, l'Europe, dans le monde sont prises aux États-Unis. La France est de fait une néocolonie politique américaine. Voilà la première raison profonde. Tout ce qu'on décide à Paris à propos des questions les plus importantes, eh bien, est imposé par Bruxelles, et ce qui est imposé par Bruxelles est imposé par Washington. Voilà la première cause profonde, la perte totale, presque totale de la souveraineté du gouvernement français. Deuxième cause profonde de la chute libre de la France, c'est la duplicité géopolitique française dévoilée par le soutien au terrorisme, notamment en Afrique. La duplicité géopolitique française dévoilée, notamment par le soutien au terrorisme en Afrique. Pendant très longtemps, les gouvernements français, de gauche comme de droite, ont réussi à cacher le double jeu auquel la France s'adonnait en Afrique. La France paraissait être aux côtés de ses anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle, pour combattre les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Mais, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des complicités directes entre les dirigeants français et les organisations terroristes, entre les armées françaises sur le territoire africain et les organisations terroristes. C'est ainsi que la France a perdu, en fait, sa principale zone d'influence dans le monde, à savoir l'Afrique subsaharienne. Elle l'a perdue dès lors que même les dirigeants les plus soumis à Paris, comme Ouattara ou Biya, ou comme les dirigeants du Sénégal, ou comme les dirigeants du Bénin, les dirigeants les plus soumis à Paris, eh bien, se sont mis à couiner et à râler. Puisque tout le monde maintenant a parfaitement conscience que la déstabilisation de la Libye par l'OTAN, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, est une œuvre consciente de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Cette participation active de la France à la déstabilisation, cette participation active de la France à la déstabilisation de l'Afrique, eh bien, est devenue aujourd'hui le fondement de son discrédit diplomatique international. Les accusations de soutien au terrorisme se sont multipliées. Accusations du Mali, accusations du Burkina Faso, accusations du Niger, accusations du Tchad. Toutes ces accusations sont venues détruire ce qui restait de l'image de marque diplomatique de la France dans le concert des nations. Accusation de l'Algérie, pour ne citer que celle-là. On n'a pas mesuré la gravité de la révélation de l'entretien entre Lavrov et Fabius en 2013. Sergueï Lavrov et Fabius discutent en 2013. La France, à travers son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, demande à la Fédération de Russie de ne pas opposer son veto aux Nations Unies par rapport à une intervention militaire, eh bien française, ayant pour but de stopper ce qu'on appelle alors abusivement les djihadistes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rapporte qu'il fit alors une observation au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Mon cher Laurent, vous vous apprêtez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous, Français, vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius fit une réponse célèbre qui est en réalité l'emblème de l'effondrement diplomatique français. Laurent Fabius répondit, c'est la vie. À travers cette formule énigmatique et scandaleuse, c'est la vie, Fabius assumait au nom de la France la duplicité qui consiste à prétendre lutter contre le terrorisme et de l'autre côté à armer, à soutenir, à médiatiser et à financer le terrorisme. Mais en fait, par cet aveu, Fabius reconnaissait également la fin de l'influence diplomatique de la France en Afrique. Parce que les pires serviteurs, les plus serviles serviteurs de la France ne sont plus capables de défendre justement cette duplicité. Alassane Dramane Ouattara, Biya Paul, Sassou Nguesso Denis, Faure Gnassingbé ou les dirigeants sénégalais, Patrice Talon, tous ces gens-là ne peuvent plus se tenir devant qui que ce soit
pour dire qu'il n'y a pas de lien entre la France et les organisations terroristes. Donc, à partir du moment où même les meilleurs partisans de Paris, sur le continent, ne sont plus capables de défendre la position de Paris sur le terrain de la lutte antiterroriste, mais c'est l'effondrement géopolitique. Or, cet effondrement géopolitique a entraîné une baisse des activités et des avantages économiques de la France en Afrique. Car depuis 1960 et les pseudo-indépendances qu'elle a accordées la plupart du temps à ses anciennes colonies et ses territoires sous tutelle, la France vivait d'un avantage comparatif sur les matières premières d'une quinzaine de pays africains. Elle avait fait signer des accords de coopération, des accords de défense qui lui permettaient d'avoir la priorité sur les ressources stratégiques de ses anciennes colonies. L'industrie française était ainsi fournie en pétrole, en gaz, en manganèse, en fer, en aluminium, en coltan. Elle était fournie en uranium gratuit. L'essentiel des matières premières, eh bien, françaises, tu peux. L'essentiel des matières premières françaises était sous le contrôle. Merci Ali. Tu peux prendre ça et chauffer un peu. Okay, merci. Ah, ça c'est le thé du matin au Mali. Hein. Vraiment, je vous souhaite d'être à Bamako et de bénéficier de ce bon thé. Donc, la France a perdu ses approvisionnements. La France a perdu ses approvisionnements en matières premières stratégiques qui étaient des approvisionnements pratiquement gratuits. Quand vous écoutez par exemple les révélations de l'ancien PDG de Elf, Serebka, Loïc Le Floch-Prigent, aujourd'hui décédé, il explique que les quantités de pétrole qui étaient extraites par la compagnie française, ancêtre de l'actuelle Total, n'étaient même pas comptées, elles étaient inconnues des gouvernants. Paris prélevait du pétrole et du gaz en Afrique en quantité inconnue par les gouvernants. On a de nombreuses interviews de dirigeants congolais, de dirigeants francophones africains, reconnaissant qu'ils ne connaissaient pas les quantités de matières premières stratégiques extraites par la France à travers ses multinationales. Prenez par exemple le scandale Areva Orano au Niger. Quelle quantité d'uranium la France a-t-elle extraite au Niger? On ne le saura jamais. Parce qu'en réalité, les dirigeants nigériens de 1960 jusqu'à l'avènement du président Abdourahmane Tiani ne connaissaient pas l'activité réelle des multinationales françaises sur leur sol. Et au Niger, par exemple, la France s'était autoproclamée productrice d'uranium. La France était classée économiquement parmi les pays producteurs d'uranium. Rendez-vous compte, un pays qui n'a pas d'uranium dans son sous-sol et qui était présenté mondialement comme un producteur d'uranium. C'est-à-dire qu'il s'était approprié, qui avait carrément nationalisé l'uranium du Niger. Le fait donc qu'on ait révélé la duplicité géopolitique, géostratégique française dans la lutte antiterroriste, le fait que les troupes françaises aient été chassées du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Sénégal, le fait qu'elles soient obligées de se réhabiller en civil et même de fondre dans des organisations non gouvernementales pour tenter de se repositionner en Afrique, tout cela s'est accompagné avec la perte du privilège d'extraction des matières premières africaines à des conditions, eh bien, absolument incomparables. Donc, du coup, en fait, il y a un manque à gagner en matières premières stratégiques et par conséquent en devises. Un manque à gagner énorme qui explique eh bien, le trou budgétaire français, le déficit budgétaire français, qui explique l'effondrement budgétaire français, l'impossibilité même d'une projection budgétaire de la France. Voilà comment la note financière de la France, par des agences comme Moody's ou comme Fitch, a été dégradée. Ce sont des faits. Parce que la France n'est plus bancable. Parce que la France ne peut plus payer ses dettes. Pourquoi est-ce que la France était-elle bancable? Mais parce qu'elle disposait, à travers le mécanisme du franc CFA et à travers des contrats économiques léonins imposés à des dirigeants africains vassalisés, elle disposait des ressources naturelles africaines. Son économie était fournie gratuitement. Cette gratuité venant à manquer, la France périclite. Et maintenant, je viens à la troisième
raison profonde de l'effondrement actuel de la France. C'est la défaite intellectuelle de l'élite politique française. Quand je suis devenu citoyen français en 2002, j'avais adhéré au Parti socialiste français et mon plaidoyer dans le Parti socialiste français était d'amener les dirigeants politiques français de tous les bords à accepter d'anticiper sur les revendications africaines. Il s'agissait de retirer la totalité des troupes françaises d'Afrique. J'ai plaidé cela quand j'étais militant du Parti socialiste français. Il s'agissait de mettre fin à la monnaie néocoloniale et coloniale du franc CFA créée en 1945 par la France pour pomper les ressources africaines à travers de simples feuilles de papier imprimées à chamalières. Je m'étais engagé au Parti socialiste français pour aider les dirigeants français à cesser de s'immiscer dans la désignation des dirigeants africains, à cesser de soutenir les fraudes électorales, les tripatouillages constitutionnels, les présidences à vie, à cesser d'adresser les fameuses lettres de félicitations aux pires tyrans du continent africain à l'issue de leur mascarade pseudo-électorale. Je m'étais engagé au Parti socialiste français, avant de démissionner et d'en démissionner 10 années plus tard, pour obtenir des dirigeants français qui laissent émerger en Afrique une africanophonie qui ne serait pas incompatible avec la francophonie. Au lieu de vouloir brimer les Africains, les maintenir sous le corset, le corsage et même la camisole de force de la francophonie, il fallait que la francophonie recule et que l'africanophonie prenne entièrement sa place, ce qui permettrait justement à la langue française de devenir l'une des langues disponibles en Afrique sans être encore une langue hégémonique. Je n'ai pas été écouté, car ce que je proposais quand j'étais militant du Parti socialiste français, c'était une réforme intellectuelle de la politique internationale de la France en Afrique. Une emendatio rerum intellectus franco-africana. Une réforme intellectuelle de la relation franco-africaine. J'ai parlé dans toute la mesure du possible à tous les dirigeants du Parti socialiste que j'ai pu rencontrer. Dans le meilleur des cas, on m'a opposé un sourire narquois et un haussement d'épaule. Dans le meilleur des cas, quand on m'a répondu, c'était d'un sourire narquois et d'un haussement d'épaule. La plupart du temps, on ne m'a même pas laissé finir ce que j'avais à dire. J'ai démissionné du Parti socialiste français après que François Hollande ait trahi sa promesse de mettre fin à la France-Afrique. C'était en 2013. 2013 que j'ai démissionné. 10 ans plus tard. Mais depuis 2013 jusqu'à maintenant 2025, les dirigeants français de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite ou d'extrême gauche n'ont toujours pas révisé le modèle politique français. Ils n'ont toujours pas revu le modèle politique français. Ils n'ont toujours pas repensé le modèle politique français. Ils continuent d'imaginer que la France va être une grande puissance en continuant à exploiter l'Afrique. Voilà pourquoi ces dirigeants, même quand il y a une succession entre la droite et la gauche, le centre, etc., continuent à chercher un moyen de soumettre les Africains, de maintenir ou de sauver le franc CFA. Un moyen de repositionner leurs militaires à travers des ONG, des associations, les repositionner en posture d'espions. Ils continuent à chercher un moyen de garder la main sur l'Afrique à travers le harcèlement diplomatique à l'ONU. Ils continuent à chercher un moyen de garder la main sur l'Afrique en inventant des médias destinés, disent-ils, à l'Afrique, mais en fait faits pour continuer à tromper, à divertir et à distraire la jeunesse africaine. Ils continuent, malgré tout, à essayer de sauver le néocolonialisme français en persécutant les intellectuels panafricanistes comme moi, les activistes, les militants panafricanistes qui revendiquent simplement une égalité de souveraineté entre les pays africains et les autres pays du monde. Donc il y a une obsession, il y a une obstination des dirigeants français à posséder l'Afrique, alors qu'ils n'en sont plus militairement, économiquement, intellectuellement, idéologiquement capables. Et ils n'ont pas pris acte du fait qu'ils ne peuvent même plus vaincre militairement les pays africains, anciennement colonies françaises, anciennement colonies ou territoires sous tutelle de la France. Ils ne peuvent plus vaincre militairement ces pays. Alors, bien sûr, ils peuvent se gargariser de la détention de la bombe atomique. Mais la détention de la bombe atomique est devenue un argument relatif, dès lors que ces pays ont construit des alliances avec des pays qui la détiennent aussi.
L'Afrique n'est pas dans la situation du Japon en 1945, où les États-Unis pouvaient larguer leurs bombes sans conséquence. Le Japon n'avait pas d'alliance avec une puissance atomique. L'Allemagne n'avait pas encore atteint la puissance atomique. L'alliance des États du Sahel aujourd'hui est alliée à deux puissances atomiques, notamment à la Fédération de Russie, qui est la plus grande puissance nucléaire du monde, et à la République populaire de Chine. Donc l'Afrique n'est plus dans la situation du Japon en 1945. Et bien que la France détienne aujourd'hui l'arme nucléaire, elle ne peut pas menacer impunément l'Afrique avec son arme nucléaire. Parce que l'Afrique souverainiste est en alliance avec la Fédération de Russie qui possède l'arme nucléaire. Et les accords de coopération et de défense russo-africains prévoient une défense mutuelle en cas d'agression par une puissance tierce. Donc, les dirigeants français actuels ne veulent pas acter le fait qu'ils ne peuvent plus militairement vaincre les Africains. Parce que même au 19e siècle, pour vaincre les Africains, les colons français se sont appuyés sur des troupes africaines. Au 20e siècle, pour faire face aux nazis, pour vaincre les nazis, les colons français ont eu besoin des troupes africaines. Ils n'ont toujours pas compris que ces gens-là qui, par millions, sont venus mourir pour permettre à la France de ne pas devenir une colonie allemande. Ces gens-là qui, par millions, sont venus mourir entre les deux guerres mondiales, de 14-18 et de 39-45, ces gens-là, en fait, militairement, on ne peut pas les vaincre s'ils sont unis. L'alliance des États du Sahel ne peut pas être militairement vaincue par la France. Et si cette alliance devait s'étendre en une alliance avec une alliance des peuples d'Afrique centrale, que nous appelons de tous nos voeux, après la chute des tyrans, eh bien, d'Afrique centrale, eh bien, ça deviendrait encore plus clair et plus net. Il n'y aurait pas de débat. Aucune puissance européenne ne pourra se lever pour dire « j'affronte l'AES et la PAC » ou même « j'affronte l'Union africaine nouvelle génération » constituée de l'alliance des États du Sahel et de la future alliance des peuples d'Afrique centrale. Donc, au lieu de prendre acte de l'impossibilité de recoloniser militairement l'Afrique, ils continuent à chercher, ils continuent à essayer de déguiser leurs troupes dans des compagnies militaires privées, compagnies de sécurité, agences de gardiennage, ONG, associations. On les a sortis par la porte, ils veulent entrer par la fenêtre, ils se cachent dans la Croix-Rouge, ils se cachent dans des trucs, ils arrivent en disant qu'ils viennent vraiment vous aider contre la faim, alors ce sont des militaires. Et on les cueille les uns après les autres, 1, 2, 3, 4, on les cueille. Ils ne se rendent pas compte que ça veut dire qu'il faut renoncer à recoloniser l'Afrique. Cette défaite intellectuelle fait que la France n'a pas fait ce que l'Allemagne a fait. À l'issue des deux guerres mondiales du XXe siècle perdues par l'Allemagne, les Allemands ont reconstitué leur république fédérale sur des bases nouvelles, sur la base d'une économie compétitive, une économie industrialisée et capable d'absorber la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir compétir et rivaliser avec les autres puissances économiques du monde. L'Allemagne est première puissance économique d'Europe après avoir perdu toutes ses colonies. Donc la meilleure chose qui ait pu arriver à l'Allemagne, c'était de perdre ses colonies. Elle a été obligée de réfléchir à un modèle endogène, à un modèle autonome de souveraineté. Alors que la pire des choses qui ait pu arriver à la France, c'est de ne pas perdre entièrement ses colonies. Parce que la France est restée dans une dépendance psychologique, une dépendance mentale avec ses colonies. La France ne sait pas elle-même décoloniser. Vous comprenez? C'est ça la défaite intellectuelle et c'est la cause profonde de l'échec de la France. Au niveau des causes profondes, j'ajoute enfin une quatrième grande cause profonde. C'est la perte de confiance du peuple français en ses traditions et en ses valeurs. Tout peuple a des traditions et des valeurs. On dit souvent de la France qu'elle est la fille aînée de l'Église catholique. Voici donc la fameuse fille aînée de l'Église catholique qui met sur le même pied des unions qui ne permettent pas de fonder des familles classiques et des unions qui permettent de fonder des familles classiques. Voici donc la fille aînée de l'Église catholique qui est sous le pouvoir, littéralement, du lobby LGBT. Voici donc la fille aînée, soi-disant de l'Église catholique, avec ses présidents de la République qui sont des chanoines de Latran, mais qui est au cœur de tous les scandales liés à la confusion sexuelle. Voici la situation. Quand une société perd toute confiance en ses propres valeurs, quand une société perd la définition qu'elle avait du bien et du mal,
la définition qu'elle avait de l'homme et de la femme, la définition qu'elle avait de la famille. Quand une société perd la notion même de limite, quand une société perd la notion même de dignité de la personne, de fidélité à ses propres traditions, mais elle entre dans une crise profonde. En France, les valeurs de la société, eh bien, multiséculaire française, ces valeurs ont disparu. Il y a une confusion morale dans la transmission des valeurs sociétales. Il y a un brouillage radar dans la tête des enfants qui grandissent dans ce cafouillage mental, entretenu par les dirigeants politiques, par un certain nombre d'intellectuels médiatiques, dont beaucoup sont des cocaïnomanes fiefés, des drogués, des psychopathes. La France en est dans cette situation où des malades mentaux sont ses guides moraux. Oui! Un pays qui a des malades mentaux comme guides moraux est perdu. On a dit malheur à la cité dont le prince est un enfant. Malheur, malheur, oh malheur. Malheur à la cité dont le prince est un enfant. Voici un pays de tradition multiséculaire comme la France qui est, qui est dirigé par des gamins. Des individus au comportement de gamins. Oui! Ah, un tel, il écrit sur son CV que lui, il a une maîtrise, il a un master en droit. Quand on le nomme Premier ministre, il enlève. Il enlève ça. Là, il reconnaît qu'il... Non, je n'ai pas eu le master. Ah, oui, je ne l'ai pas eu. Et tu diriges la France. Tu diriges la France. Le gouvernement français, tu le diriges. Tu démissionnes, on te renomme. Hein, un type comme ça. Des gens qui n'ont même pas les compétences intellectuelles élémentaires du français, bien formés, bien instruits, se retrouvent à la tête de la France, à la tête du gouvernement français. Ça ne vous fait pas peur, ça? Où sont passés les penseurs, les philosophes? Où sont passés les grands objecteurs de conscience de la France? La place est vide. La place est vide, les imposteurs sont là. Le pays est sous l'emprise des branleurs, des jouisseurs, d'individus indécis, dont les narines sont fréquemment visitées par des lignes de cocaïne. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça fonctionne? Oui! Un pays sans repère, un pays en deçà du bien et du mal, et même par-delà le bien et le mal. Jenseits von Gut und Böse, dirait Nietzsche. Un pays qui a basculé dans le nihilisme, la négation de tout. Vous voulez que ça aille où? C'est un pays qui est en train donc de s'effondrer. Voilà, je vais conclure maintenant mon propos. Au regard de cette description que je viens de vous donner, des causes apparentes et des causes profondes de la crise française, quelles sont les solutions? Je rappelle les solutions ici, parce que quand j'étais militant du Parti socialiste français, je leur avais donné ces solutions, mais ils ne m'avaient pas écouté. Je vais les leur redonner. Première solution, il faut changer la forme de la République française. La France ne peut pas être une république. Elle doit être une fédération. Il faut passer de la République française à la Fédération française. De telle façon qu'un processus d'autonomisation très avancé de tous les départements et territoires outre-mer, dits donc de la France, soit avéré. Au regard de sa multiculturalité, la France ne peut pas être une république, elle doit être une fédération. Deuxième élément. Pour sortir le peuple français de la passivité et du scepticisme, du piège de la société de consommation, il faut entièrement réviser non seulement la politique salariale, mais la politique économique. Il faut absolument délivrer les Français du pouvoir de la dette et de l'emprise de la consommation aveugle. Cela veut dire que on doit trouver une solution pour que les revenus augmentent et que cette augmentation des revenus soit affectée à des tâches essentielles, à savoir l'éducation, la transformation du modèle
industriel actuel en un modèle industrialo-écologique. Les tâches essentielles, refinancer la recherche scientifique de pointe. On doit mettre de l'argent dans ce qui est essentiel et arrêter d'esclavagiser les Français avec le crédit, et notamment le crédit revolving, qu'on appelle encore crédit revolver. L'une des raisons pour laquelle les Français sont dociles, c'est qu'ils sont endettés. Ils ont des dettes, ils ont des charges. Les Français sont l'un des peuples les plus taxés au monde. Le taux d'imposition français est effrayant. Donc, quand vous voyez des Français là le matin, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de facture de courant qui grimpent tout le temps. Ils ont des problèmes de facture d'eau. Ils ont des problèmes de facture de téléphone. Ils ont des problèmes de remboursement de leur crédit. Ils ont des problèmes pour économiser par rapport à leurs vacances. Ils ont des problèmes pour payer leurs mutuelles de santé qui sont en hausse avec les remboursements qui sont en baisse. Les Français ont des problèmes. Si on n'agit pas sur ces problèmes, pour libérer un peu le cerveau des Français qui ont le nez dans le guidon, ce peuple va s'effondrer et il risque de disparaître. Troisième élément, on doit chasser de l'élite politique française tous les dirigeants moralement et de façon clairement avérée, corrompus. Les menteurs et les opportunistes, il faut les chasser du pouvoir. Le peuple français ne peut pas continuer à faire confiance en des hommes politiques qui lui ont ouvertement menti. Les menteurs doivent être disqualifiés. Les hommes politiques qui sont mêlés à des scandales de corruption, ils doivent être dégagés du jeu politique français. Et les Français doivent cesser de faire confiance de près ou de loin à des opportunistes politiques qui passent d'une position politique à l'extrêmement opposé, uniquement parce que le pouvoir populaire s'y trouve. Au niveau des causes profondes, la solution profonde, c'est la rupture de la soumission de la France à l'Union européenne. Par conséquent, la rupture de la soumission de la France aux États-Unis. La France doit récupérer sa souveraineté. Le président français, le gouvernement français doit pouvoir décider pour la France. Pour cela, la France doit reprendre sa souveraineté des mains de l'Union européenne et reprendre sa souveraineté des mains des États-Unis d'Amérique. Sans délai. Il faut même un décret qui soit signé pour abolir toutes les souverainetés qui ont été cédées à l'Union européenne et qui sont exercées au nom de la France par les États-Unis. Deuxième élément supplémentaire, la France doit immédiatement cesser sa participation à la déstabilisation de l'Afrique à travers les groupes terroristes. Elle doit cesser tout soutien au terrorisme et engager des négociations diplomatiques pour réparer les dégâts provoqués par son soutien au terrorisme en Afrique. Le président Macron a reconnu en 2017, dans une interview accordée au quotidien Le Figaro au mois de juin, il a dit « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Le président Macron a reconnu donc la responsabilité directe de la France dans l'expansion du terrorisme en Libye et au Sahel, en Afrique. Il est temps d'en tirer des conséquences en termes de réparation, en termes de rétribution. D'abord, en cessant le soutien à Al-Qaïda et l'État islamique, en cessant de donner le tapis rouge à des chefs d'Al-Qaïda et l'État islamique comme Mohamed Al-Joulani, alias Ahmed Al-Shara, le criminel d'Al-Qaïda qui est à la tête de la Syrie et qui a été reçu le 7 mai 2025 sur le tapis rouge du palais de l'Élysée. Il faut que la France à venir, rompe avec les organisations terroristes. Et qu'elle s'engage à réparer les dégâts provoqués par, justement, sa participation à la déstabilisation de l'Afrique, aux côtés des organisations terroristes. Donc, les réparations. Il faut que la duplicité géopolitique et géostratégique française en Afrique cesse. Si elle ne cesse pas, la situation de la France va s'aggraver. Car il va lui arriver sur son sol ce qu'elle fait aux autres sur leur sol. Ceux qui font ami avec les terroristes finissent toujours par être attaqués par les terroristes. Et la France a déjà connu sur son propre sol les contre-coups de ces groupes terroristes avec lesquels elle a pourtant opéré en Libye. Quand elle opérait en 2011 en Libye, aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique, la France était loin, je crois, de savoir que un certain 13 novembre 2015, Al-Qaïda et l'État islamique allaient l'attaquer au Bataclan.
et tué, et tué 130 personnes en une soirée. Vous voyez, c'est un exemple. Les attaques de la promenade de Nice, toutes les attaques là, elles viennent du fait qu'au plus haut niveau, il y a eu des complaisances envers les groupes terroristes. Au Moyen-Orient, d'une part, et d'autre part, en Afrique. Si la France continue dans ses complaisances, le territoire français va être exposé à la multiplication des œuvres de ces criminels avec lesquels elle s'associe contre les Africains en Afrique. Donc il faut faire très attention ici à ce qui va se passer. Il faut faire très attention. Et donc, enfin, si on veut honnêtement que la France aille mieux, il faut qu'elle fasse le deuil de ses possessions africaines. Il faut qu'elle fasse le deuil de la colonisation de l'Afrique. Il faut qu'elle renonce à toutes les manœuvres, directes ou indirectes, de recolonisation de l'Afrique. Et que des États généraux de la République française pensent un modèle étatique adapté. Un modèle étatique en capacité de permettre à la France de devenir une puissance humble, de devenir une fédération de peuples francophones, puisque en réalité elle a des territoires d'outre-mer, etc., qui peuvent plus ou moins accepter de continuer à exister étroitement avec elle. Il faut que la France renonce au modèle de la domination, au modèle impérial, au modèle colonial, et qu'elle pense vraiment, comme je l'ai dit, son modèle fédéral. Ce modèle doit être pensé sans l'exploitation éhontée de l'Afrique, sans l'agression contre l'Afrique. Pensé sans le CFA, pensé sans les armées sur le sol africain, sans des mercenaires sur le sol africain, sans le soutien aux dictateurs. Il faut que la France apprenne à être libre de son passé colonial, de son passé néocolonial, de son passé impérial. Et c'est la condition du renouveau de la France. Voilà, mes chers amis, la réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donnez-la partout en France, donnez-la aux dirigeants, donnez-la aux politiques, donnez-la aux militants, donnez-la au peuple français et donnez-la à l'ensemble des peuples du monde qui doivent pouvoir témoigner que nous avons aidé la France à mettre fin à l'ignominie de sa politique actuelle et que nous l'avons fait avec un langage de vérité, de responsabilité et de justice. Ainsi soit-il.